Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ». La réalité nous apparaît à première vue extérieure à nous, comme existant indépendante de notre observation. La matière a l'air parfaitement solide et l'existence du monde physique semble régie par des lois et des forces en dehors de notre contrôle. Nous sommes convaincus de percevoir, ressentir et toucher un environnement matériel, distinct de nous, un monde persistant et autonome. Mais comment pouvons-nous en être vraiment sûrs? Par exemple, on a très longtemps pensé que la Terre était plate. Pratiquement personne ne remettait en cause cette supposition. Une fois encore, il y a une supposition que peu de personnes questionnent aujourd'hui, celle que la réalité existe indépendamment de l'observation. Le matérialisme était le positionnement de beaucoup de scientifiques au tournant du XXe siècle. Ce point de vue soutient que toute chose est composée de matière et d'énergie et que fondamentalement, tout phénomène est le résultat d'interactions matérielles. La conscience est considérée au mieux comme une propriété émergente de l'activité neuronale, et donc confinée dans notre cerveau. Il y a 100 ans, la plupart des gens adhéraient à ce point de vue, rejetant la vue opposée, l'idéalisme. Cette vue considère que la nature ultime de la réalité repose sur l'esprit. Pour beaucoup à l'époque, leur compréhension de la physique penchait en faveur du matérialisme. Cependant, cette vue matérialiste du monde fut secouée par l'avènement de la mécanique quantique. Autrement dit, l'étude de la matière à l'échelle atomique et subatomique. Une des expériences à l'origine de la mécanique quantique est celle de la double fente. Pour comprendre ce que cette expérience a démontré, voici une explication simplifiée. Les particules subatomiques étaient considérées comme des petits bouts de matière et non comme des ondes. Pourtant, en envoyant des électrons à travers une double fente, ils agissent comme des ondes au lieu de petits bouts de matière. Même en envoyant un électron à la fois, on obtient le même résultat. Cependant, lorsqu'on place un appareil de mesure au niveau des fentes, le résultat change et les électrons se comportent comme attendu, et non plus comme des ondes. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches, et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une, et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Max Born avance une explication. Indépendamment de l'observation, les particules existent en tant que fonction d'onde de probabilité. Cette dernière représente un ensemble de potentialités plutôt que des objets réels. L'acte même de l'observation provoque l'effondrement de la fonction d'onde de probabilité sous forme de matière. La conclusion fut donc que la matière n'existe pas indépendamment de l'observation ou de la mesure, bouleversant ainsi complètement la vision matérialiste. Le bon sens qui voudrait que les objets existent de manière objective, indépendamment de notre observation, devient obsolète lorsque l'on considère la physique quantique. À l'époque, tout le monde n'aimait pas la conclusion qui se dessinait. Certains pensaient, et certains pensent toujours, qu'il doit y avoir une autre explication et nomment ce phénomène le problème de la mesure. Si vous voulez voir la peur dans les yeux d'un physicien, vous n'avez qu'à prononcer ces mots. Problème de la mesure. Voici en quoi ça consiste. Un atome n'apparaît à un endroit précis que si vous le mesurez. En d'autres termes, un atome est disséminé à un endroit jusqu'à ce qu'un individu conscient décide de l'observer. Par conséquent, l'acte de mesure ou l'observation crée l'univers. Einstein, notamment, n'acceptait pas l'idée selon laquelle la réalité physique puisse dépendre de l'observation. Il disait « J'aime penser que la Lune est là même si je ne la regarde pas ». Selon lui, la mécanique quantique était correcte mais incomplète. Ainsi, en 1935, il pense avoir trouvé le talon d'Achille de la mécanique quantique. Il s'agit d'une prédiction des équations de la mécanique quantique, l'intrication quantique. On dit de deux particules qu'elles sont intriquées lorsque l'état de l'une influence l'état de l'autre, de manière instantanée, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc, si on effectue une mesure ou observation sur une particule intriquée, on exerce alors un effet instantané sur sa partenaire intriquée, quelle que soit la distance qui les sépare.
Pour Einstein, cette idée est inconcevable, puisque d'après la relativité générale, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Il nomme cet effet l'action fantomatique à distance. Il croit alors avoir trouvé le moyen de prouver l'incomplétude de la mécanique quantique. Pour lui, l'état des particules intriquées est prédéfini avant qu'on les observe. Niels Bohr, lui, est convaincu que l'état des particules est défini au moment même de l'observation. Faute d'avoir trouvé à l'époque un moyen de vérifier l'une ou l'autre des hypothèses, la question restera en suspens jusque dans les années 60. À cette époque, John Bell imagina une expérience théorique et proposa une équation capable de départager les deux points de vue. Si le résultat de cette équation était inférieur à 2, alors Einstein avait raison et les propriétés des particules sont définies avant qu'on les observe. En revanche, si le résultat est supérieur à 2, c'est Bohr qui avait raison et les propriétés des particules sont définies au moment même où on les observe. Cette idée put être testée en 1982 par le physicien Alain Aspect. Il mit au point une machine capable de reproduire cette expérience. Les résultats ont démontré que l'action fantomatique à distance était bien réelle. Cela confirma ce que Niels Bohr prédisait, à savoir qu'avant l'observation, les particules n'ont pas de propriété ou d'emplacement défini. L'acte d'un observateur conscient crée donc l'existence des objets physiques et des propriétés associées. La clé pour comprendre ce qui se passe est que la matière n'existe pas en tant qu'onde d'énergie avant l'observation, mais en tant qu'onde de probabilité non localisée avant l'observation. La probabilité quantique n'est pas l'endroit probable où est l'atome, c'est la probabilité de trouver l'atome à un endroit particulier. Autrement dit, l'atome n'était pas quelque part avant qu'il soit observé là. Des expériences récentes menées par une équipe de scientifiques à l'université de Vienne, en Autriche, fournissent les preuves les plus convaincantes jusqu'à ce jour, qu'il n'y a pas de réalité objective, au-delà de ce que nous observons. C'est vraiment l'observation qui crée la réalité. Ils ont découvert que si l'équation de Leggett était violée, ainsi que celle de Bell, même si l'on admet des influences instantanées, les mesures quantiques ne collent pas avec l'idée d'une réalité objective. Au lieu de passivement l'observer, en vérité nous créons la réalité. Encore dit autrement, une réalité indépendante de l'observation n'existe pas. Jusqu'à nos jours, la physique quantique est une des théories les plus solides. Elle explique beaucoup de phénomènes que la physique classique n'explique pas, et un grand nombre d'expériences confirment tout ce que l'on attend d'elle. Néanmoins, beaucoup ont essayé et essayent encore de faire une distinction entre le monde quantique et le monde macroscopique. Pourtant, les inventions modernes qui reposent sur la mécanique quantique, telles que le laser, le transistor, le circuit intégré, permettent de faire fonctionner nos ordinateurs. Si on considère les atomes comme les blocs de construction de l'univers macroscopique, on ne peut pas séparer les deux. Dire que le monde macroscopique échappe aux lois du monde quantique, c'est un peu comme dire qu'une maison échappe aux forces qui agissent sur les briques qui la composent. Toutes les choses que nous appelons réelles sont faites de choses qui ne peuvent pas être considérées comme réelles. Les atomes ou les particules élémentaires elles-mêmes ne sont pas réelles. Elles forment un monde de potentialités ou possibilités plutôt que des choses ou des faits. Ayant consacré toute ma vie à la science la plus rationnelle qui soit, l'étude de la matière, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome. La matière comme telle n'existe pas. Toute matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l'atome. Nous devons assumer derrière cette force l'existence d'une conscience et d'un esprit intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Je considère la matière comme dérivant de la conscience. Nous ne pouvons aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous voyons comme existant suppose la conscience. La conscience ne peut être décrite en termes physiques, car la conscience est absolument fondamentale. L'étude du monde objectif nous mène à la conclusion scientifique que le contenu de la conscience est l'ultime réalité. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher,
de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir. Alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau, 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 interprété... Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous nous en rendons même pas compte.